Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de 64 débats. Comment faire lire les jeunes? Quels sont les bienfaits de la lecture et pourquoi est-elle en perte de vitesse chez les 15-24 ans, notamment en France, mais pas seulement? Avec nous autour de la table pour en parler, Sylvie Vassallo, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis qui a ouvert ses portes hier. C'est à Montreuil, près de Paris, jusqu'à lundi prochain. À vos côtés, Benoît Jacques. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes écrivain, auteur belge. Grand d'Ours 2025, c'est le prix de... C'est la récompense qui est décernée chaque année à ce même salon que je viens de citer. Salon qui se trouve donc à Montreuil. Et puis Sylvie Choperon, bonsoir. Bienvenue également. Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS à l'Université de Paris-Descartes. Un chiffre pour commencer. Seulement 2/3 des 15-24 ans en France ont lu au moins 5 livres en 2024. Un chiffre en baisse par rapport à 2023. Ma première question est pour vous, Sylvie Vassallo. Comment l'expliquer ? C'est un phénomène qui n'est pas complètement nouveau et qui ne concerne pas que les jeunes. Il y a une baisse de la lecture et notamment des grands lecteurs et des grandes lectrices en France depuis des dizaines d'années. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a une sorte de sursaut pour s'intéresser à cette question et c'est un bon sursaut, c'est une bonne question. Et c'est intéressant de voir qu'il y a dans la société autant d'adultes qui s'intéressent à ce sujet et aussi autant d'enfants et de jeunes qui sont en capacité d'en parler. Donc, et on écoutera tout à l'heure justement certains de ces jeunes. Alors autre chiffre, vous le disiez, ce n'est pas spécifique aux jeunes, même si c'est le débat de ce soir. En 2024, 56% de la population française se déclarait lecteur régulier, 56. C'est le niveau le plus beau depuis 2015 et plus 63% assuraient avoir lu au moins 5 livres sur les 12 derniers mois. C'est une baisse de 9% en un an. Sylvie Choperon, est-ce que c'est inquiétant ? Alors oui. De mon point de vue, c'est inquiétant. C'est pas simplement parce que, c'est bien de lire. Ouais. C'est parce que la lecture, d'une certaine façon, protège et développe notre cerveau. Et donc, on a besoin de lire pour entraîner tout à la fois notre langage, notre mémoire, notre représentation, notre imagination, même notre empathie, puisque lire, c'est aussi une leçon d'émotion quand on lit des romans. Et donc, oui, je suis évidemment tout à fait d'accord avec Sylvie Vassallo. Il faut absolument prendre cette question à bras-le-corps et savoir ce qu'on perdrait si on perdait la lecture. Ouais, beaucoup de bienfaits. Alors, il y a une tribune dans le journal français Le Monde il y a quelques jours et vous avez cette très belle phrase. Vous dites que lire, ça déclenche une symphonie dans le cerveau. Ça orchestre une symphonie dans le cerveau. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passe dans notre cerveau quand on est sur notre écran ou sur les réseaux sociaux et qu'on est tout à fait passif par rapport au contenu qui défile devant nos yeux, à l'inverse, lire active quasiment la totalité de notre cerveau. Et donc, oui, c'est une activité cognitive importante. Et si jamais on devait la perdre, ce serait bien qu'on prenne la mesure de ce qu'on perdrait aussi. Et Benoît Jacques, vous étiez un lecteur assidu, vous, quand vous aviez entre 15 et 24 ans? Réponse honnête exigée. Oui, alors à ce moment-là, oui. Avant, non. Plus jeune, non. C'est assez curieux parce que je viens d'une famille où il y avait beaucoup de livres. Et à partir de quand est-ce que vous avez lu votre première BD en Belgique, le pays phare de la bande dessinée? Alors la BD, ça j'en ai lu très jeune, mais je veux dire l'idée de la vraie lecture, peut-être de romans, etc., c'est venu vraiment à l'adolescence et c'est lié à un enseignant, un professeur de français qui nous lisait en classe des extraits des romans qui nous invitaient à poursuivre de notre côté par la suite. Et cet enseignant était vraiment formidable. Il était toujours tiré à 4 épingles. Il sentait très bon et il avait une diction magnifique. Ouais. Je me suis dit ce soir, il ne faut absolument pas oublier le rôle des enseignantes et des enseignants. Vous avez déjà commencé à leur rendre hommage. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'aimer lire, est-ce que chez vous, il y a eu un lien entre la passion de la lecture et le passage à l'écriture ? Alors ça, c'est probablement un peu plus mystérieux parce que ça relève des principes du désir de créer qui est pour moi quelque chose d'assez étrange et que je ne suis pas forcément capable d'analyser de façon très claire. Mais c'est sûr que la découverte des
des romans, la lecture, etc., ce sont des ouvreurs d'imaginaire. Des ouvreurs d'imaginaire et de possible. Sylvie Vassallo, comment vous, au salon du livre, de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, vous essayez justement de donner envie, de susciter l'envie de lire aux plus jeunes? En fait, ce qui est assez intéressant avec un salon comme celui-ci, si vous y venez, c'est que vous verrez que tous les enfants semblent aimer lire. C'est que de les plonger dans une ambiance festive, joyeuse, non contrainte autour du livre, la diversité des livres aussi qui sont proposés et qui leur parlent du point de vue des thématiques qu'ils peuvent avoir, le fait que les auteurs soient extrêmement présents, donc c'est une rencontre très proche avec la création, il y a une sorte d'ambiance qui fait que tout à coup ça s'emballe et ça montre aussi du coup que c'est possible et que le déclin de la lecture n'est pas du tout inexorable. Ouais, alors nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on est attentif à proposer aux enfants diverses façons de lire, des façons ludiques, la lecture à voix haute, par exemple, comme Benoît vient d'en parler, des lectures spectaculaires, des ateliers graphiques. Il y a autour du livre, de l'écriture, de la lecture, beaucoup de possibilités de, nous on appelle ça dans notre jargon de médiation littéraire, en tout cas de propositions, pour toucher aussi la sensibilité des enfants. Alors vous êtes partie prenante d'un projet à travers toute la Seine-Saint-Denis. On va écouter des jeunes dans un instant. De quoi s'agit-il? Distribuer des boîtes magiques, comment s'appelle-t-elle? Alors ce sont des boîtes à magie littéraire. C'est un projet qui est né pendant la crise sanitaire, puisque les enfants ne venaient pas à nous. Avec la caisse d'allocation familiale, on a décidé d'aller vers eux. Donc c'est une commande de notre caisse d'allocation familiale en Seine-Saint-Denis qui nous propose chaque année de confier à un auteur ou une autrice un jeu. Donc c'est un jeu d'écriture et de lecture, un jeu pour se raconter des histoires en famille que nous confions aux parents pour un temps de jeu et d'écriture familiale. Et dans cette boîte, il y a également des livres de cet auteur ou de cette autrice. Et donc, on en remet chaque année 3500 et c'est un des plus beaux moments de l'année pour nous. Un des plus beaux moments. Vu comment vous en parlez, j'avais prévu d'abord d'écouter les jeunes, mais ils me pardonneront, on va peut-être d'abord écouter justement une femme bénévole dans une association de soutien scolaire, puisqu'on la voit justement en train de vivre ce moment que vous venez de décrire. Cette boîte à magie, elle est destinée à des enfants et à des fratries qui n'ont pas accès à la lecture facilement. Elle est destinée aussi aux enfants, puisque c'est un cadeau aussi qui arrive en fin d'année. Elle est également proposée aux parents, puisque toute la famille va découvrir tous ces ouvrages et c'est un moment de partage puisque ça concerne plusieurs personnes d'une même famille. Voilà, on voit les enfants derrière, effectivement, passionnés avec cette frénésie. On va maintenant écouter quelques jeunes regarder. Avant, ma mère, elle me donnait des livres à lire. Ben, je les lisais devant elle. Après, je faisais des résumés. Mais depuis que j'ai commencé à avoir un téléphone, je lisais de moins en moins. Et voilà. À part les livres qu'on nous donne à l'école, on doit les lire obligatoirement. Parfois, je lis un peu d'histoire que ma maîtresse, elle me dit de lire. Je le lis le soir pour que ça rentre bien dans ma tête. Et parfois je lis des histoires à mon frère. Le soir. Voilà, à partir du moment où j'ai eu un téléphone, j'ai commencé à moins lire. Sylvie Choqueron, les réseaux sociaux, les tablettes, les téléphones, détournent-ils les jeunes de la lecture? Alors oui, c'est sûr, c'est sans doute pas la seule raison, parce qu'on constate aussi que les enfants ont de moins en moins de temps et que pour lire, il faut aussi du temps, il faut s'arrêter et choisir cette activité plutôt qu'une autre. Mais si on cumule, exactement, si on cumule l'appel des écrans et la suractivité permanente des enfants, oui, c'est un fait. C'est tellement plus facile d'être captif sur son écran, de réagir à quelques notifications, de se laisser emporter en perdant la notion du temps sur les réseaux, en particulier ceux comme TikTok, où ça défile sans que vous n'ayez besoin de rien faire. Voilà, est-ce que c'est bien ou pas de lire sur une tablette? Ça peut être aussi une alternative, puisque les jeunes sont connectés. C'est bien de lire sur une tablette. Il n'en reste pas moins que les études montrent que c'est mieux de lire dans un vrai livre, en particulier pour la mémoire. Pour ceux qui lisent sur tablette, on sait bien que c'est beaucoup plus difficile de se souvenir, sans l'objet livre, de l'endroit où vous avez lu quelque chose, alors que dans un livre, vous vous dites c'était au début du livre, sur la page de droite, en haut de la page. Et donc,
donc le vrai livre a des vertus supplémentaires, en particulier pour mémoriser, mais c'est déjà très bien d'utiliser sa tablette pour lire. C'est déjà effectivement une passerelle. Vous avez écrit, Benoît Jacques, une cinquantaine de livres, parfois à quelques centaines d'exemplaires, puisque vous avez votre propre maison d'édition, parfois à plusieurs milliers. J'aimerais citer La Nuit du Visiteur, hilarant et magnifique album qui voit la mère grande du petit chaperon rouge, sourde comme un pot, rendre le malheureux loup, zinzin. On voit la couverture de votre livre, La Nuit du Visiteur. Quel peut être le rôle d'un auteur comme vous pour amener les jeunes à la lecture ? Ah mon Dieu, je me suis jamais posé la question. Si vous voulez, la première personne que j'essaye de satisfaire, c'est moi. Ouais. C'est un peu autocentré, mais c'est vrai que quand on crée, c'est la seule, je pense, manière de fonctionner pour être sincère. Ouais. Et puis ensuite, l'objet créé trouve sa place ou non parmi un éventuel lectorat. Alors il se trouve que ce livre-là, effectivement, visiblement, il a touché, puisque l'année où il est sorti, je pense que c'était en 2008, Ouais. il a obtenu le Grand Prix à Montreuil, justement. À l'époque, ce n'était pas une pépite, c'était un baobab. Ouais. 2018, il me semble. En 2008. 2008, ah oui. C'est déjà vieux. Et avant. Et si vous voulez, c'était visiblement un livre où, de façon un petit peu fortuite, j'ai parlé aux autres de façon forte, puisque ce livre a visiblement énormément plu aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et pour vous, les tablettes, c'est une concurrence déloyale ? Vous dites que si vous voulez, moi c'est pas que j'y crois pas, mais je suis un tel amoureux de l'objet livre. J'en prends dans les mains. C'est vrai que je vous disais avant l'émission, il n'y a pas photo quand même. Hein. Ça, c'est un livre pour enfants. Non, c'est pas à vous, bien entendu, mais il n'empêche, bien entendu, c'est un super bel objet. C'est ça. C'est le papier, c'est une invention extraordinaire. L'imprimerie, c'est incroyable. L'odeur des encres, c'est formidable. Les formats, les sensations au toucher d'un livre sont tellement diverses d'un livre à l'autre. L'odeur aussi est de la presse. Voilà. Vous parliez des souvenirs de l'odeur. Il y a en France une initiative du ministère de la Culture qui est distribuée des livres prochainement. Est-ce que vous pouvez, c'est le Conseil national du livre qui en est partenaire. Est-ce que ça peut être une bonne manière justement de renouer avec la lecture ? Il y a beaucoup, en tout cas, mettre les enfants et les jeunes en contact avec des livres, c'est toujours une bonne manière de le faire. Après, c'est vrai que le Centre national du livre est 50 livres pour le plaisir, voilà, ça me revient. C'est ça, dispositif qui est présenté comme inédit. L'idée, c'est qu'en fait, d'encourager la lecture dans les centres de loisirs à travers l'installation dans chaque centre d'une bibliothèque idéale, donc de 50 ouvrages de littérature jeunesse. Et là, on est pour les 6-11 ans. Hein. Oui, là, ce qui est intéressant dans cette initiative en particulier, c'est que les accueils de loisirs, les enfants passent énormément de temps périscolaire en accueil de loisirs. Et c'est un des endroits où le livre est très très peu présent et où les animateurs et les animatrices se sentent pas toujours autorisés ou à l'aise pour proposer du temps de lecture aux enfants. Et si on associe livres et loisirs, on se dit si dans les loisirs on propose pas des livres aux enfants, alors cette question de la disponibilité pour lire, du temps pour lire, etc., elle devient vraiment problématique. Donc cibler cet endroit-là, c'est ça qui est intéressant dans cette initiative. Dans quelques instants maintenant, Nicolas Georges va nous rejoindre. D'abord, une question pour vous, Sylvie Chocron. Vous êtes directrice scientifique de l'association Les Yeux dans la Tête qui tente d'améliorer la connaissance, le dépistage et la prise en charge des troubles neurovisuels, c'est ça, et cognitifs. Quels sont les apports de la lecture pour ces enfants qui présentent ces troubles, ces difficultés ? C'est extrêmement important et merci vraiment de me poser la question parce que dans l'association, on est aussi extrêmement sensibilisé à préserver les capacités attentionnelles, les capacités visuelles. Et donc, c'est important de pouvoir donner la possibilité à des enfants qui ont des troubles des apprentissages, des troubles du neurodéveloppement, d'accéder à la lecture qui, comme je l'ai dit, constitue non seulement un puits de connaissances, mais aussi un outil pour développer ses capacités attentionnelles, ses capacités de mémoire, de raisonnement, de jugement critique. Et tout à l'heure, on a parlé des réseaux sociaux et des écrans. L'énorme différence entre ce qu'on peut faire sur un téléphone ou ce qu'on peut faire sur un livre, mis à part le fait que c'est un objet multisensoriel, comme on l'a dit, c'est aussi d'exercer son choix, choisir d'aller lire ça, ce qu'on ne peut pas faire sur les réseaux sociaux, son jugement critique, raisonner sur ce qu'on est en train de lire
Et puis évidemment l'apprentissage. L'apprentissage. Nicolas Georges peut nous rejoindre, le temps pour moi de vous dire que le Goncourt des lycéens a été attribué à Natacha Apana, le Goncourt des lycéens donc délivré par 2000 élèves. Le jury, c'est tout de même 2000 élèves. On rappelle le titre de son roman, La nuit au cœur, qui a déjà été sacré par le prix Femina. Voilà pour ce prix. La transition, Nicolas, est toute faite puisque vous allez nous parler du palmarès du Salon Jeunesse qui se déroule à Montreuil. Des récompenses qui portent un joli nom d'ailleurs. Les pépites, on commence par la pépite d'or de cette édition 2025. La pépite d'or, elle est décernée par un jury de critiques littéraires. Et cette année, c'est le roman graphique Béryl en bataille, signé Adèle Morey aux éditions Sarbacane, qui a été distingué. On suit l'histoire de Béryl, un petit garçon qui vit à la campagne. Ses amis, ce sont des animaux avec qui il communique. C'est le fil conducteur de cet ouvrage, un livre qui aborde tout en subtilité les thèmes du deuil et du passage à l'âge adulte. Mohamed. Et donc, Nicolas, les pépites sont au nombre de 5. Vous en avez donné. Il y a 4 autres récompenses, c'est ça, décernées, mais cette fois par un jury composé 100% d'enfants et d'adolescents. Ça va de 8 à 18 ? Absolument, Mohamed. Les jeunes lecteurs qui célèbrent leurs auteurs préférés. C'est un palmarès toujours très attendu, bien entendu, lors de ce salon chaque année. 4 catégories, 4 vainqueurs, vous le disiez. On commence avec la pépite livre illustré pour Pavel et Mousse d'Aurore Petit. C'est aux éditions Les Fourmis Rouges. L'histoire d'une improbable rencontre entre Pavel, un lapin, et Mousse, un bébé lapin découvert dans des fougères. Enfin, un bébé lapin, c'est ce que Pavel croit, mais peut-être n'en est-il pas un. Je vous en dis pas plus. C'est ça toute la subtilité de ce livre. C'est un livre pour les plus petits à partir de 3 ans. La pépite bande dessinée cette année, eh bien, elle revient à Sanglier de Lisa Blumen. C'est publié chez L'Employé du Mois. Un thriller psychologique. C'est très intéressant, ce thriller psychologique, puisque c'est sur l'univers des influenceuses beauté. Un livre qui aborde les questions du virtuel et du rapport à l'image. Ouais, dans un instant, Nicolas, vous nous verrez les 2 romans, les 2 fictions qui ont également été récompensées. Je me tourne vers vous, Benoît Jacques. Tout de même, vous me disiez tout à l'heure, vous êtes honnête. J'écris d'abord, effectivement, pour voilà, il faut le dire, c'est vrai, c'est aussi une passion, c'est un métier. Les écrivains essaient d'en vivre. Comment faire aimer un livre pour enfants? Nicolas vient de raconter quelques scénarios. C'est quoi la bonne histoire? C'est quoi le bon écrivain jeunesse? Je suis la pire personne à qui poser cette question, je pense. J'en ai pas la moindre idée, très franchement. Hein. Vous savez, on fait des choses et puis, comme je disais tout à l'heure, on espère qu'elles rencontrent une forme de curiosité. Oui, d'enchantement éventuellement par les gens qui vont découvrir ce qu'on fait, mais c'est jamais gagné, il n'y a pas de recette, c'est absolument mystérieux, ça relève des processus de création que je ne contrôle absolument pas. La magie prend ou pas. Nicolas, la fiction, justement, 2 romans de fiction récompensés. Ouais, fiction junior tout d'abord, décerné au roman La jeune fille au crâne de Benoît Richter. C'est aux éditions Nathan, l'histoire de Lucie qui découvre un crâne durant ses vacances. Et ce crâne, eh bien, il va vite devenir son confident. Tout un programme. Enfin, la pépite fiction adolescent revient à courir le vaste monde. J'adore ce roman. C'est d'Alex Cousseux. C'est aux éditions Le Rouergue. Un roman d'aventure qui se situe au XVIIIe siècle, où l'on suit notamment les aventures de Lison, une jeune couturière qui part voyager et qui nous raconte ses aventures. Voilà, en tout cas, quelques idées cadeaux à glisser sous le sapin en cette fin d'année. Et on imagine, Nicolas, et ce n'est pas Sylvie qui va nous démentir ici présente. Il y en a 2. Sylvie Vassalo. Il y a des thématiques au salon de Montreuil et ça donne quoi pour cette 41e édition? Alors, au niveau des thématiques, c'est ça qui est intéressant sur ce salon de Montreuil, c'est que c'est un véritable baromètre pour savoir ce qu'aiment et ce que veulent les enfants et les adolescents côté lecture. Alors, je passe sur les mangas ou sur les grands classiques qui sont toujours autant prisés, mais la tendance qui se confirme encore cette année, c'est le succès des livres de New Romance, ces histoires de passion et d'amour pour adolescents. Les 13-17 ans en sont fans, une tendance qui gagne même les 9-12 ans. Les éditeurs doivent d'ailleurs s'adapter à cette demande des plus jeunes. Peut-être que nos invités voudront réagir là-dessus justement. Et puis parmi donc les grandes thématiques très prisées cette année, sur le secteur jeunesse, on retrouve l'environnement, l'avenir de la planète, la santé mentale ou encore l'affirmation de son identité. Bref, vous le voyez, des thématiques en rapport avec les grandes problématiques de notre société finalement. Merci Nicolas. Justement, une réaction, c'est vrai, 13-17 ans, fans de ce genre qu'a cité Nicolas. Les jeunes n'ont pas les mêmes modes de lecture que les adultes.
Oui, c'est sûr. Et parfois, on a du mal à comprendre un peu leur lecture, leur manière d'entrer dans ces lectures. Et parfois, on les juge peut-être un peu trop vite, notamment sur cette question de romance. C'est vrai que dans ce moment où le féminisme est très en pointe et où les questions de genre sont aussi posées de manière très forte, on a parfois du mal à comprendre ce qui peut faire que cette génération s'emballe sur les questions de romance. Et c'est intéressant de les écouter à ce sujet et de ne pas forcément les juger. Ouais. Benoît Jacques, je vais y arriver, je vais reformuler ma question. Est-ce qu'on écrit différemment? Est-ce qu'il y a un style littéraire propre à son public? Est-ce qu'on écrit différemment quand on est plus jeune que quand on écrit pour des plus jeunes que pour des adultes? Moi, j'y crois pas. C'est-à-dire que... Mais de nouveau, je vous dis, comme je suis auteur... Il faut que ce soit compréhensible, il faut que ce soit facile, quand même plus facile à lire, on imagine. On n'écrit pas comme un philosophe à des adolescents, notamment. Bien sûr, mais si vous voulez, ce concept de littérature de jeunesse, d'après moi, c'est un concept qui a des raisons d'être, d'abord et avant tout pour des raisons commerciales. Ouais. Quand on est créateur, c'est bien d'être conscient que ça existe, mais c'est aussi important d'oublier ça. C'est-à-dire d'être capable de... C'est vrai qu'on ne dit pas littérature senior ou littérature... Quoique je parle sous votre contrôle, non, on ne le dit pas. Par exemple, on ne va pas dans un musée en disant qu'on va voir de la peinture jeunesse ou de la peinture vieillesse. Je vous dis, je pense que c'est essentiellement lié au commerce. Alors tout ça, c'est bien, mais d'un point de vue de créateur, je trouve que c'est important de ne pas trop embarquer ces concepts-là, justement pour créer des choses qui ne soient pas trop stéréotypées, en se disant je vais faire un livre pour les petits ou faire un livre pour les, je sais pas moi, 6-12 ans, ou peu importe, mais plutôt faire des choses qui soient un vrai reflet du désir qu'on peut avoir en tant que créateur. En tant que créateur, vous insistez beaucoup sur ce mot, en effet. Oui. J'aimerais juste, parce que vous avez rendu hommage tout à l'heure à un ancien enseignant qui vous a passionné. Il y a parfois, c'est des questions vraiment sensibles dans la société parfois, et les partis politiques s'en emparent. Sur la question, par exemple, certains hommes politiques reprochent aux femmes politiques d'abandonner les grands classiques à l'école. Vous, en tant que spécialiste neuropsychologue, vous dites que c'est pas tant le roman qui va faire la chose, ou autre, parce que parfois, pour intéresser aussi, il y a des enseignants ou l'éducation nationale qui dit on va faire tel texte de tel artiste, tel chanteur, tel rappeur, tel chanteur de rock ou autre. Comment vous positionnez? Justement, je vous écoutais avec intérêt. Je pense que la lecture doit être un plaisir, mais que la lecture peut aussi être un moyen de se cultiver et d'apprendre des choses sur une époque, d'apprendre des choses sur un style littéraire, sur un courant. Et donc, on ne fait pas tout à fait le même exercice quand on lit un classique ou quand on lit un livre de romance ou pour se faire plaisir. Et il n'y a pas de jugement de valeur. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir ce rapport à l'écriture, à la littérature, parce que c'est vraiment crucial. C'est une fenêtre sur le monde aussi. Exactement, c'est une façon de s'évader. De voyager, de s'évader. C'est une façon de vivre par procuration des choses qu'on ne vivrait jamais. Donc on dit que le livre vous permet de rencontrer peut-être un auteur qui est disparu depuis des dizaines, des centaines d'années, qui vous parle à vous de quelque chose dont on vous aurait jamais parlé. Et c'est en ça que le livre est magique, c'est un outil magique. Quand on propose des classiques, ça ne doit pas forcément être un pensum, c'est aussi une façon de développer notre cerveau pour analyser ce langage qui n'est peut-être pas celui qu'on parle aujourd'hui. Et quand on lit une romance, il ne faut pas stigmatiser les jeunes non plus, parce que quand ils font ça, ils vont chercher des informations qu'ils n'ont peut-être pas sinon. Merci beaucoup Sylvie Choqueron. Merci également Sylvie Vassallo et Benoît Jacques d'avoir été avec nous. Et merci aussi à Nicolas Georges qui nous a parlé de ce palmarès et des pépites, notamment aujourd'hui.